Salut à tous, bienvenue dans cette config du mois d'avril 2017. Et ce mois-ci, je vous propose, comme promis, un PC dédié au gaming pour 600 €. Car c'est tout à fait possible aujourd'hui de monter un PC gaming pour 600 € avec des composants neufs, parce qu'on peut toujours faire appel au marché de l'occasion pour faire baisser les tarifs. Mais aujourd'hui, pour 600 €, on peut s'assembler un PC entièrement neuf. Alors je le précise tout de suite, cette machine est dédiée aux jeux en 1080p. Éventuellement, vous pourrez goûter au 1440, mais je pense que là, par contre, le PC risque de commencer à pas trop aimer. Ça risque d'être un petit peu sa limite. Mais en 1080p, ça posera aucun problème. Vous pourrez jouer à tous les jeux. Peut-être pas à 60 fps constant, toute option au maximum, mais à condition de faire quelques concessions sur certains points, vous pourrez jouer en 1080p avec un framerate tout à fait correct et une qualité également tout à fait correcte. L'avantage de cette config, c'est que pour seulement 600 €, vous avez un PC qui est également prêt pour le futur. Je dis ça pourquoi? Parce que vous allez voir que si vous connaissez un petit peu le hardware, je n'ai pas forcément choisi les composants les moins chers possibles. J'ai choisi, alors ça par contre, il faudra que je fasse une vidéo dédiée qui risque d'arriver dans assez peu de temps, mais quand je choisis les composants, je fais également en sorte, surtout pour des petites configs à 600, 700, 800 €, je fais en sorte qu'on puisse également améliorer le PC au fur et à mesure dans le temps. Le but de monter un PC, c'est pas simplement qu'il soit figé, contrairement à une console. C'est l'avantage du PC par rapport aux consoles, c'est qu'on peut le faire évoluer. Et donc si j'ai choisi les composants que j'ai choisis, c'est aussi leur capacité à évoluer, à pouvoir être upgradé et donc à pouvoir comme ça faire évoluer le PC dans le temps sans avoir à tout changer. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des composants. Ah, c'est sûr, on peut toujours faire plus puissant pour moins cher, mais à un moment ou à un autre, quand on voudra faire évoluer le PC, on sera bloqué parce que on a fait le choix d'un composant qui était entrée de gamme, qui n'a pas suffisamment de la bonne connectique, qui n'a pas, pas assez de slots pour la RAM, on ne peut pas en rajouter. On ne peut pas mettre une deuxième carte graphique parce que mais la carte mère, elle n'a pas un deuxième port PCI Express 3.0 16X, etc., etc. Donc si je choisis les composants, je te rappelle juste dans ce début de vidéo rapidement, je choisis aussi pour qu'on puisse faire évoluer le PC à l'avenir sans vraiment être bloqué par un point. Vous allez voir ça surtout au niveau de la carte mère juste après. On commence tout de suite d'ailleurs cette config avec le processeur puisque il nous faut bien sûr un processeur et j'ai choisi un processeur de chez Intel basé sur du Kaby Lake. Il s'agit du nouveau Pentium G4560. Alors le Pentium G4560, c'est un processeur de chez Intel qui commence à être un petit peu connu parce que Intel a fait un grand coup, un grand changement avec cette nouvelle génération de Pentium. Les Pentium ne sont plus des dual-core, mais ce sont maintenant des dual-core avec hyper-threading, ce qui signifie qu'ils possèdent 4 threads, exactement comme les Core i3. Les seules différences qu'il y a entre un Pentium et un Core i3, c'est la fréquence de fonctionnement, qui est généralement un peu plus faible pour les Pentium. Les Pentium acceptent la DDR4 jusqu'à 2133 MHz, tandis que les Core i3 montent à 2400 MHz. Donc finalement, à part ces deux petits points, ce sont des Core i3. Et l'avantage, c'est que sur les anciennes générations de Pentium, qui étaient donc seulement des dual-core, c'était des dual-core purs et durs, eh bien certains jeux refusaient carrément de se lancer. Vous ne pouviez même pas lancer un jeu si vous tourniez avec un Intel Pentium comme processeur sur votre machine. Eh bien maintenant que les Pentium sont équipés avec 2 cœurs, toujours mais 4 threads, on va pouvoir faire tourner tous les jeux sur les processeurs Intel Pentium, alors que comme je disais avant, c'était quand même un petit peu problématique puisque certains jeux refusaient carrément de se lancer. Donc ça va quand même faire une grosse différence et ça va être sympa pour des petites machines entrée de gamme. Sinon, ce Pentium G4560 en particulier, c'est un processeur qui est donc un dual-core avec hyper-threading, donc on a 4 threads, on a une fréquence de 3,5 GHz, pas de turbo sur les Pentium ni sur les Core i3, donc c'est 3,5 maximum. Le processeur est bien sûr compatible avec le socket 1151, il est compatible avec tous les chipsets Intel récents, donc de série 100 et de série 200. Il intègre un chipset graphique qui est une Intel HD 610, donc la même partie graphique que celle que l'on trouve dans les Core i3. Bon après ça par contre pour un PC gaming on ne l'utilise pas, donc on s'en fiche un petit peu. On a également une compatibilité DDR3 Low Voltage et DDR4. Comme je disais, la DDR4, puisque c'est la mémoire qui nous intéresse, étant donné qu'on n'utilise quasiment jamais la DDR3 avec les nouveaux processeurs Intel. La DDR4, comme je disais juste avant, monte à 2133 MHz. Le processeur exploite donc la nouvelle architecture Kaby Lake. Il est gravé en 14 nanomètres et le TDP annoncé est de 54 watts. Le prix, on est à environ 75 €, ce qui reste correct pour un processeur qui, quand même, au niveau performance, est pas loin des Core i3.
et donc à des performances plutôt correctes. On continue ensuite avec la carte mère. Alors carte mère, composant quand même crucial dans un PC, puisque finalement c'est ce qui relie tous les autres composants entre eux. Donc il faut une bonne carte mère pour faire un bon PC. Et j'ai donc choisi une ASRock B250M Pro 4. C'est une carte mère au format micro ATX. C'est un socket 1151 bien évidemment pour pouvoir y mettre notre processeur. Le chipset est un B250 de chez Intel. Donc c'est les nouveaux chipsets qui sont sortis en même temps que les processeurs Kaby Lake. Donc ce qui fait qu'il intègre toutes les fonctionnalités courantes. Il est largement suffisant pour une machine comme celle-là. On a 4 slots de DDR4 qui montent jusqu'à 2400 MHz. Alors 4 slots de DDR4 c'est un gros avantage puisque c'est une carte mère au format micro ATX et sur les cartes mères moins chères, beaucoup de cartes mères moins chères que celle-là, puisque je vous donne le prix tout de suite, il est à peu près de 95 €, donc c'est plus cher que le processeur, c'est vrai. Mais sur les cartes mères moins chères, le problème c'est que souvent elles ne sont équipées qu'avec 2 slots de RAM. Donc déjà vous perdez la compatibilité dual channel, ou alors si vous voulez faire absolument du dual channel, il faudra remplir les 2 slots de RAM. Et donc dans ces cas-là, si à l'avenir vous voulez rajouter de la RAM, eh bien vous serez bloqué. Puisque pour rajouter de la RAM, il faudra forcément enlever une barrette pour en mettre une de plus grande capacité et donc ça vous coûtera forcément plus cher puisque vous serez obligé de racheter entièrement de la mémoire. L'avantage d'avoir 4 slots de RAM, c'est qu'on peut en remplir que 2 pour le moment et puis à l'avenir, vous pouvez racheter 2 barrettes et compléter et donc augmenter la capacité de la mémoire. Sinon, pour continuer un petit peu sur les options, puisque comme je disais, on a un chipset B250 qui est un chipset qui se veut entrée de gamme, cela n'empêche que on a tout ce qu'il faut en équipement. On a 4 ports SATA à la norme bien sûr 6 gigabits seconde. On a 2 ports PCI Express 3.0 16X dont le premier qui est câblé en 16X et le deuxième qui est câblé en 4X. Un port PCI Express 3.0 1X au milieu ainsi qu'un port PCI traditionnel. Sinon, on a une partie audio 8 canaux, du gigabit Ethernet bien évidemment et un petit point qui est quand même très intéressant sur cette carte mère, c'est qu'elle est équipée avec 2 ports M2. Les ports M2, j'ai fait une vidéo à propos de cette nouvelle connectique qui est apparue depuis pas si longtemps que ça. Les ports M2, ils permettent d'installer des SSD et sur cette carte mère, ils ont l'avantage d'être câblés en PCI Express 3.0 4X, soit la norme la plus rapide qui existe pour des ports M2. On ne peut pas aller plus vite si vous voulez. Et donc l'avantage des ports M2, c'est que vous pourrez y installer des SSD et monter jusqu'à plus de 3,5 gigaoctets par seconde en débit. C'est l'avantage du port M2, c'est que ça permet d'offrir des débits absolument énormes par rapport au SSD classique. Et donc pour 95 €, c'est une carte mère qui est plus chère que le processeur, je sais, mais comme je le disais, l'avantage c'est qu'elle est très bien équipée et donc à l'avenir, ce n'est pas la carte mère qui va vous bloquer. On continue ensuite avec la mémoire vive et donc je vous conseille de prendre un kit de 2 fois 4 gigaoctets de RAM, donc total de 8 gigaoctets. Je vous conseille donc de la DDR4 en 2133 MHz. Puisque le processeur, comme j'ai dit juste avant, n'accepte pas la mémoire au-delà de 2133 MHz, donc ça ne sert à rien d'opter pour plus rapide. Et un kit que je vous conseille, ce sont les kits HyperX Fury, donc qui sont de très bons kits de RAM, puisque je sais, j'en possède un comme ça chez moi. Et donc ce sont des très bons kits de RAM. Après, au niveau de la mémoire, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se vaut. Que ce soit un kit de chez Corsair, Kingston, ici on est sur donc, du Kingston puisque c'est HyperX, leur gamme un petit peu gaming. On a également du G-Skill ou du Crucial. Ce qu'il faut savoir, c'est que la RAM, ça se vaut. Du moment que vous prenez une marque qui est quand même un peu connue parmi les 4 que je viens de citer, il n'y a aucun problème. Après, c'est plus les prix, ça dépend ce que vous trouvez intéressant. L'avantage de celle-là, c'est que c'est de la mémoire qui est assez basse au niveau de la hauteur du dissipateur, donc ça passera avec n'importe quel système de refroidissement. Et on la trouve généralement à des prix assez intéressants, malgré que les prix de la DDR4 ont explosé ces derniers mois, puisqu'il y a à peu près, il y a 6 mois, 8 mois, on trouvait de la RAM pour vraiment pas cher du tout. Là, les prix sont plutôt élevés puisque ce kit de 2 fois 4 gigaoctets, vous le trouvez pour à peu près 85 €. Ce qui, encore une fois, est plus cher que le processeur. Mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement puisque pour un PC gaming, il nous faut au moins 8 gigaoctets de RAM. Sinon, ça devient vraiment un petit peu la misère. Donc, 8 gigaoctets de RAM, c'est ce que je vous conseille. 2 fois 4 gigaoctets pour profiter du dual channel. Et comme la carte mère possède 4 slots de RAM, vous pourrez éventuellement, encore une fois à l'avenir, rajouter un deuxième kit de mémoire et étendre la capacité à 16 gigaoctets sans aucun problème. Je poursuis ensuite avec un gros morceau. Il s'agit bien sûr de la carte graphique. Comme carte graphique, je vous conseille la Radeon RX 570. Les nouvelles 570 qui sont en fait
des 470 légèrement overclockés, hein, c'est la technique de chez AMD qu'on connaît. Comme elles viennent tout juste de sortir, je me suis dit qu'autant en profiter. En plus, les prix sont malgré tout très intéressants, malgré le fait que ce sont des cartes graphiques qui viennent de sortir. Les prix sont encore très intéressants. Elles permettent de jouer en 1080p tout à fait convenablement. Le modèle que je vous conseille ici, c'est la version Armor de chez MSI, une version en 4 Go de mémoire vidéo. L'avantage, c'est qu'au niveau couleur, on reste sur du noir et du blanc, donc ce qui va s'accorder avec la carte mère. C'est en plus une carte graphique que généralement on trouve pour pas trop cher, environ 200 €, entre 200 et 210 actuellement, sachant qu'elles viennent tout juste de sortir, donc les prix risquent de baisser un petit peu dans les semaines qui viennent. C'est une carte graphique qui est très bien équipée. Au niveau refroidissement, il y a un système de refroidissement tout à fait correct. Le GPU est à 1268 MHz. On trouve donc, comme je disais, 4 Go de GDDR5 à 1750 MHz. Elle est compatible avec le Crossfire X, donc vous pourrez mettre éventuellement deux cartes graphiques ensemble, ce qui là aussi est un avantage, contrairement d'ailleurs à Nvidia sur ses cartes graphiques entrée de gamme, c'est qu'à l'avenir, encore une fois, vous pourrez racheter une deuxième RX 570, même si c'est une d'occasion, ce n'est pas forcément un problème, et vous pourrez faire par exemple, entre autres, hein, c'est simplement une idée comme ça, vous pourrez faire du Crossfire et donc quasiment doubler la puissance du PC au niveau graphique et à ce moment-là carrément envisager du jeu en 1440p sans aucun problème. Ça c'est également un avantage et c'est pour ça qu'il faut penser à des cartes graphiques avec lesquelles on peut faire du multi-GPU et des cartes mères bien sûr derrière qui tiennent la route. Sinon, cette carte graphique est équipée avec 3 connecteurs DisplayPort, un connecteur DVI, un connecteur HDMI. Elle nécessite un connecteur PCI Express 8 pins pour l'alimentation. La consommation annoncée étant de 150 watts, même s'il faut toujours s'attendre un petit peu plus. Et comme je disais, on la trouve pour environ 200-210 €. L'avantage, c'est qu'elle est compatible DirectX 12, Vulkan, Crossfire. Elle fait également le FreeSync, le HDR si vous voulez faire même de la 4K éventuellement. Vous pourrez profiter du HDR, bon, bien sûr pas forcément pour jouer, hein, ça peut être simplement pour regarder des films, des choses comme ça. Et donc elle intègre toutes les nouvelles techniques, technologies et logiciels de chez AMD qui sont sortis récemment. Et la carte est même donnée comme compatible VR, si éventuellement ça vous tente. Même si honnêtement j'émets quelques doutes quant à la capacité d'une RX 570 à faire tourner de la VR. Mais bon, en tout cas AMD nous dit que soi-disant c'est compatible, on va dire qu'on les croit. On continue ensuite avec le disque dur, puisque pour une configuration à 600 €, on n'a malheureusement pas le budget pour se payer un SSD. Donc on reste sur un disque dur et autant dire un grand classique, puisque je vous conseille le Seagate Barracuda en version 1 Teraoctet, disque dur 7200 tours, SATA 6 Gbps. Honnêtement, c'est du disque dur, tout ce qu'il y a de plus classique. On le trouve pour environ 55-60 € le Teraoctet, donc ce qui est assez correct. Éventuellement, si vous avez, petit conseil également, si vous avez déjà des disques durs chez vous qui traînent, parce que je sais qu'on peut avoir des disques durs même de 500 Go qui traînent, ou récupérer dans un ordi portable ou une autre tour, ça peut être un bon plan pour faire quelques économies, c'est de réutiliser un disque dur qu'on a déjà. On poursuit ensuite avec l'alimentation. Alors comme alimentation, je vous recommande une Cooler Master Watt Lite 400. C'est une alimentation qui nous est proposée par Cooler Master. Il s'agit d'une gamme assez récente, hein, les Master Watt Lite 400 watts, certifié 80+. C'est une alimentation classique équipée avec un ventilateur de 120 mm pour le refroidissement. Format ATX classique, hein, bien sûr, pour pouvoir s'intégrer dans les boîtiers. Honnêtement, voilà, c'est une petite alimentation sympa, 400 watts, ce qui est suffisant pour alimenter le PC. Bien sûr, si vous voulez installer une deuxième carte graphique, il faudra malheureusement changer d'alimentation pour une alimentation plus puissante. Parce que, petit conseil, je vous le dis comme ça, mais pour alimenter deux RX 570 plus le processeur qui peut être donc un Pentium, et vous pourrez éventuellement installer plus tard un Core i3 ou voire même un Core i5, il faut plus que 400 watts, hein, donc je vous conseille d'acheter cette alimentation dans un premier temps. Elle vaut que 40 €, donc c'est quand même un prix assez contenu. Et si vous voulez rajouter comme ça plus tard une deuxième carte graphique par exemple, ou une carte graphique vraiment plus puissante, l'alimentation risque de montrer ses limites. Et on termine ensuite avec le boîtier. Je vous recommande le Cooler Master Masterbox Lite 3. C'est un petit boîtier qu'on trouve pour environ 50 €. Alors je vais passer rapidement dessus parce que le boîtier, ça dépend un petit peu de vos goûts, ce que vous aimez, etc. L'avantage de ce boîtier, c'est que c'est quand même du Cooler Master, donc on s'attend à une qualité un minimum correcte, contrairement à des boîtiers de chez Advance ou même des trucs no-name qui vont avoir tendance à vibrer, à être vraiment pas terrible du tout. Là, on a quand même un boîtier qui possède une baie 525 pour mettre éventuellement un lecteur DVD, Blu-ray, CD à l'avant, plus un emplacement pour disque dur 3,5 pouces et un emplacement pour SSD au format 2,5 pouces. L'alimentation se met en haut du boîtier.
On a un emplacement 120 mm pour mettre un ventilateur qui est inclus à l'arrière et on a deux emplacements 120 mm sur lesquels on pourra même éventuellement mettre un radiateur de water cooling de 140 mm à l'avant. Donc vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire. La façade est entièrement en plastique, assez sobre. En haut, on trouve bien sûr les connectiques habituels, port USB, power et reset. Et donc pour 50 €, c'est un petit boîtier sympa qui est assez sobre et qui pourra accueillir sans aucun problème vos composants. Voilà, c'est tout pour cette config du mois. Alors pas de système de refroidissement, hein. Sur un Pentium, on pourra se contenter du système fourni par Intel à l'origine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Le mois prochain, nouvelle config du mois. Je pense qu'on partira sur une configuration avec les nouveaux processeurs AMD Ryzen R5. Voilà, si vous voulez une petite info en avance. Sinon, voilà, j'ai rien à ajouter. Donc sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.